Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous. Bienvenue au Café Presse Politique, un CPP exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités qui sont présents. Bonsoir Hassan Ouali. Bonsoir. Bonsoir Linda Abou. Bonsoir Khaled. Vous êtes journalistes tous les deux. Bonsoir Jafar Lakhdari. Vous êtes du collectif de la société civile. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled. Et Hassan Radi, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne dira pas quelle est l'image de la semaine, mais faut-il rire ou pleurer aujourd'hui? Et pour répondre à la question, quel est votre état d'esprit au moment où on annonce la victoire de Abdelmajid Tebboune à l'élection présidentielle? On commence par vous, Hassan Ouali. Ah non, moi, ça n'a pas impacté mon humeur, ni mon esprit. Je ne sais pas si j'ai réagi à ça. Moi, je garde en tête les images des manifs d'hier et celles d'aujourd'hui. Moi aussi, ça m'a rien fait. Je m'attendais à ça, je le savais. Donc, c'était un non-événement pour moi. L'événement pour moi, c'était le vendredi. C'était la marche hebdomadaire, beaucoup plus. Oui, je suis sur la même tonalité. Je ne vais pas commenter ce que je considère comme un non-événement, une désignation déguisée en élection, voilà. Voilà. Hassan Mouali. Enfin, moi je vais dire que non-événement, je ne pense pas que ce soit quand même un non-événement. Le régime a réussi, entre guillemets, à placer un président. Il l'a placé. Il y a eu une élection hier, avec dans des conditions que l'on sait, mais il y a une réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, demain, l'Algérie va se réveiller avec un président de la République qui s'appelle Abdelmajid Tebboune, et il va falloir faire avec. Et je note que la pression populaire reste intacte. On l'a vu hier et on l'a vu aujourd'hui aussi. Donc ça promet de belles empoignades à l'avenir. Saïd Jafar, Hassan Qadi, pardon. Je n'arrive pas encore une seconde, c'était une erreur. Je te jure, c'est un vrai lapsus, oui. Alors non, il faut dire pourquoi il n'est pas là. Jafar était devenu venir, il est malheureusement absent. Il ne pouvait pas venir voilà. J'étais au volant de la voiture quand j'ai appris et j'étais très affecté. Très mauvais moment. J'ai serré à droite. J'ai essayé de me calmer parce que j'ai eu beaucoup de colère, parce que voilà, moi j'ai vécu d'autres moments dans la vie. J'ai vécu notamment l'annonce des résultats de 91, décembre 91 du Le Fils. J'étais au-dessus d'un olivier à Sherfan Behloul, à Zazga, en train de faire la cueillette, et je crois que j'ai mieux amorti le choc de la large victoire du Fils en décembre 91 que celle-là, parce que c'est un niveau de dévoiement de l'État algérien que jamais j'aurais pu imaginer. Voilà. Et donc, après je me suis calmé, j'ai fait un tweet qui était supposé être gentil, calme, mais qui n'est en fait pas calme. J'ai rendu hommage à Nîmes et la photo de Nîmes qui raconte la réalité de ce qu'est le pouvoir en Algérie. Mais c'est intéressant quand vous dites que vous avez été choqué par cette décision. Affecté. Est-ce qu'il y aurait eu une autre... Est-ce qu'un autre résultat que M. Tebboune vous aurait affecté moins, Deuxième tour. Ah, deuxième tour. Oui, mais avec un des 4 autres candidats. Tour, pour respecter au moins, objectivement, c'est 2 tours. Objectivement, même dans la triche, il faut être voilà, objectivement, c'est 2 tours. Il y a eu 4 500 000 Algériens qui ont voté pour Abdelmajid Tebboune. 5 millions. 4 900 000. Oui, 4,9. Ouais. Mais bon, je peux continuer. Ouais. Pour moi, Mohamed Chalfi doit aller en prison. Mohamed Chalfi doit être demain dans l'agenda de la révolution. Mohamed Chalfi, il y a eu Za'lan qui a été inquiété, qui est en prison pour les faux 6 millions de parrainage de Bouteflika. Mohamed Chalfi doit aller en prison. Je le dis aujourd'hui, Mohamed Chalfi, demain le calendrier de la révolution, Mohamed Chalfi doit aller en prison parce qu'un tel mensonge, un tel trafic sur la voie des Algériens, c'est du pénal et c'est aussi grave que de voler de l'argent.
Quand vous dites au moins un deuxième tour, on nous a vendu un peu ces dernières semaines un scénario d'un deuxième tour qui n'a pas eu lieu. Est-ce que vous y avez cru, Hassan? Hassan, on commence avec vous. Vous savez, c'était plutôt, on a tenté d'injecter du suspense dans une compétition fade, vide de sens. On a essayé de faire croire que finalement, c'était pas de point le candidat, c'est au profit de Mihoubi, peut-être Ben Flis va rebondir. C'était un faux suspense. Peu d'Algériens, en tout cas ceux qui sont contre cette élection, ont cru à cette fausse manœuvre politicienne. Mais d'évidence, moi, en tout cas de mon point de vue, ce n'était pas une élection, c'était une désignation d'un président. On a choisi une short list. Et à partir de cette liste, on va désigner celui qui va être l'intermédiaire entre l'état-major de l'armée et le peuple mouvement. Vous pensez que le régime en place, en l'occurrence le chef d'état-major, n'a pas voulu prendre le risque d'un second tour, alors qu'ils auraient pu aussi organiser une pièce de théâtre comme celle du premier tour, avec parce qu'on disait hier un deuxième tour avec Ben Grina et Tebboune qui gagne à la fin. Pourquoi, selon vous, on n'a pas opté pour ce scénario? En fait, je l'ai dit hier lors de notre couverture spéciale de la journée d'élection, ils ont galéré pour maintenir l'élection du 12 décembre. Ils ne vont pas prendre le risque d'organiser d'autres élections avec un dispositif sécuritaire, avec tous les efforts et tous les risques qui vont avec et les difficultés logistiques. Donc c'était impossible d'aller à un deuxième tour. Est-ce que ça aurait pu être... Ils veulent se débarrasser de ces élections, mettre un président et ça y est, ils ne vont pas traîner avec ça. Ça aurait pu être aussi, Jafar Lakhdari, 2 semaines de manifestations non-stop. Oui, certainement, et donc ça n'avait aucun sens. D'autant plus qu'il ne fait de doute dans l'esprit de personne, y compris les gens du pouvoir, que ces élections ne sont pas crédibles, non seulement en Algérie, mais à l'extérieur, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors, je vous dirais que je ne veux pas faire trop de commentaires sur l'élection, parce que de la même manière qu'un journaliste sportif ne va pas commenter un match truqué, où l'arbitre est vendu, les joueurs sont vendus, etc., parce qu'il n'y a rien à dire, vous voulez dire, les passes, etc., tout est tronqué. De la même manière qu'on ne va pas commenter des chiffres qui sont tout à fait aberrants, ça tout le monde en convient. Moi, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'on débatte de ça comme s'il y avait une compétition électorale et on regrette qu'on n'ait pas poussé la mise en scène à un deuxième tour. Bon, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut regarder maintenant devant. Le système s'est désigné une interface civile, un représentant civil. Après tout, pourquoi pas? Et désormais, c'est quand même quelqu'un qui a plus de surface politique et d'expérience politique pour demain mener des négociations, etc. C'est peut-être le seul aspect positif de l'événement. Et je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler, sachant qu'on est bien d'accord, perd tout le monde convient que ce pouvoir n'a ni légitimité, ni donc, autorité pour gouverner demain, ce qui est vraiment très problématique. Donc on est toujours dans une situation très difficile, comme le montraient les manifestations d'hier et d'aujourd'hui, et qui vont continuer. Maintenant, il faut se concentrer là-dessus et espérer que cette personne qui est désignée, qui a quand même un passé et une expérience, saura saisir cette opportunité et être à la hauteur des enjeux historiques du moment. C'est vrai que nous sommes en train de commenter, Hassan Mouali, une élection comme si c'était une vraie élection transparente, alors que tout était joué d'avance, je pense, même s'il y a peut-être eu des décisions qui ont été prises récemment. Moi, je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Oui. Il s'agit quand même de notre pays, un président, il a été élu, désigné, catapulté, tout ce qu'on veut, mais la réalité est là. Alors, nous avons un président de la République qui a été imposé d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut en parler, il faut voir les implications, qu'est-ce qu'il va décider, comment ça va se faire, comment va évoluer. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse par le simple fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on pense qu'il n'a pas été élu. Il s'impose à nous, à charge pour nous, Hirak, mouvement associatif, parti politique, de trouver des ressorts pour s'imposer à nouveau et forcer ce nouveau président à faire des concessions, parce que à défaut de pouvoir le faire chuter, ce qui n'est pas possible, je ne vois pas comment on pourrait le faire chuter, au moins lui imposer une feuille de route qui commencera par un autre schéma constitutionnel. Il faut changer la Constitution, changer les règles du jeu pour que la présidence entre guillemets de Abdelmadjid Tebboune soit une présidence de transition. C'est une espèce de mandat de transition. Moi, je le vois comme ça, parce que lui-même, il est conscient que c'est un président qui a été désigné. Il n'est pas élu. C'est vrai qu'hier, hier au CCP, on parlait du deuxième tour. Moi, j'ai dit que
j'espère que le pouvoir va être quand même un peu intelligent pour organiser un deuxième tour. Il ne l'a pas fait, malheureusement. Vous lui accordez le bénéfice du doute, parce que absolument, vous dites que absolument. Moi, je prends acte parce que c'est une réalité qui s'impose à moi, à nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas. Mais le Hirak, moi, je pense que le Hirak doit continuer. C'est la sentinelle démocratique de ce pays. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il mette la pression pour que dire plus jamais ce scénario ne se reproduise à l'avenir. Voilà un peu ma conception. Non, moi je pense qu'on part de très loin. Moi, ce que je veux noter quand même, c'est la crise de ressources humaines. Le pouvoir, il sort d'une crise, il est dans une crise. La dernière fois, il était dans une crise aussi grave. C'était avec le 92-95, il a ramené un militaire, pour restaurer un peu la légitimité de l'État. Mais quand il s'est agi de reconstituer les institutions, il a à 99, il a organisé une présidentielle semi-ouverte au départ. Et on a eu des candidats de très grande valeur. On a eu Hussein Aït Ahmed, on a eu Hamrouch, on a eu Talbi Ibrahimi. On parlait de 99. Oui, en 99. Qui s'était retiré à la fin. Voilà. Ouais. Et il y avait la possibilité pour le système de choisir entre plusieurs candidats qui auraient pu être les candidats du système alternativement, pas avec le même niveau d'autonomie, mais alternativement les uns aux autres. Voilà, 20 ans après, on a Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, vous avez suivi le Mounadara. C'était le plus faible. Mounadara, c'était le plus faible. C'était celui qui offrait le moins de lisibilité sur son programme. Il était atterrant de faiblesse. C'est celui qui promet le moins de réformes institutionnelles. On a l'impression qu'il s'agit juste de... En fait, il traduit... Nous, on cherchait quelqu'un pour traduire politiquement l'agenda du Hirak. Donner du rêve. Ouais. L'agenda du Hirak, de le traduire dans les institutions politiques. Lui, il a traduit l'agenda de Gaël Saleh. C'est-à-dire comment je vais lutter contre l'Aïsaba, comment je vais faire en sorte que l'Aïsaba soit réduite jusqu'au dernier élément et aller chercher l'argent. On l'attend d'ailleurs sur cette question, là où il est planqué. Voilà, on part de très loin. Alors, il y a quelqu'un, Farhat Aitali, qui nous a vendu ici l'idée que on peut se tromper, que l'amour venait après le mariage en Algérie en règle générale, et que peut-être il y a un grand réformateur qui se cache derrière Abdelmadjid Tebboune. Bon, évidemment, de tempérament, je ne crache jamais complètement sur l'avenir. Mais, je dis, on part de très loin. Et en l'occurrence, avec Abdelmadjid Tebboune, c'est la reproduction du système qui est bien partie pour se poursuivre. Voilà. Tebboune, c'était le scénario initial, malgré ce qu'on pouvait dire ces dernières semaines sur une remontée de Azem Miroubi chez les décideurs. Est-ce que vous pensez que c'était juste une ruse et que depuis qu'il s'est porté candidat en octobre, Abdelmadjid Tebboune était le futur président? Hassan. Au fait, pour une fois, je suis d'accord avec Marine Grachen. Le seul candidat de l'armée, c'était le 12 décembre, c'était l'élection en elle-même. En tout cas, ce qui intéressait, en tout cas, le travail de l'armée, enfin, l'armée a travaillé sur une candidature fragile. Et aujourd'hui, on le voit avec Abdelmadjid Tebboune. C'est un président fragile qui part avec un handicap majeur. Et c'est un président sans base sociale évidente et solide, sans soutien politique, y a compris des partis inféodés au pouvoir, le FLN, le RND, accessoirement le MPA et TEDJ. Et je suis tenté de dire qu'Abdelmadjid Tebboune era seul à Al-Mouradia. Et le seul appui, le seul soutien dont il bénéficie aujourd'hui, c'est celui du chef d'état-major. C'est un soutien lourd, mais jusqu'à l'étouffement. C'est-à-dire, il aura d'énormes difficultés à engager les réformes politiques nécessaires sans le préalable au moins de chef d'état-major. Ajouter à cela, cette situation va le mettre dans le cas suivant, et qui est vraiment inhérent à la nature du système algérien. Il sera encerclé, enserré par les réseaux d'affaires, par les réseaux informels, et qui vont contrecarrer un peu sa volonté, à supposer qu'il a une volonté de réformer politiquement et économiquement. Au fait, c'est une élection qui va prolonger un peu le système. C'est une reproduction du système dans ses dimensions les plus pervers. Des plus pervers. Il sera en tout cas un président fragile face à une armée en tout cas qui tient les rênes, mais surtout face à une insurrection citoyenne qui ne faiblit pas.
Aujourd'hui, c'est vrai que cette élection a porté, ce scrutin a fait gagner Tebboune, mais la révolution démocratique a gagné aussi, elle n'a pas perdu. Oui, allez-y Linda. Oui, en fait, en 2017, Abdelmajid Tebboune, je vais rebondir sur ce qu'a dit Ihsan le jour du débat. Abdelmajid Tebboune était faible. Oui, en 2017, il n'a pas pu s'imposer devant Saïd Bouteflika. Je me demande comment il va s'imposer aujourd'hui devant l'armée, devant Gaïd Salah. Donc je pense que c'est impossible. Et par rapport à la surmédiatisation de Mihoubi, moi je pense que c'était une stratégie, parce qu'un militaire, lorsqu'il a une cible, il tire sur la cible. La cible, c'était bien Abdelmajid Tebboune depuis le début. Donc je ne pense pas que qu'il y avait deux avis différents, qu'il y a un clan qui voulait Mihoubi, d'autres qui voulaient Tebboune. C'était Tebboune dès le début, c'était rien qu'une surmédiatisation et une stratégie. Et donc il y a une victime collatérale à cette stratégie, parce que engager Anis Al-Hamani pour qu'il Anis Al-Hamani qui est le meilleur relais, Anis Al-Hamani, je cite pas son média parce qu'il y a des journalistes qui peut-être ne sont pas heureux d'être là-bas, mais Anis Al-Hamani, c'est la courroie de transmission du cœur du réacteur. Et avant, c'était l'homme à tout faire de Saïd Bouteflika. Maintenant, c'est l'homme à tout faire de Ahmed Gaïd Salah. Pourquoi il prendrait le risque de tirer de cette façon-là et d'entrer en conflit ouvert avec le candidat de Ahmed Gaïd Salah? Donc pour moi, non, moi je pense pas que c'est un scénario. Moi je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu une hésitation sur le candidat et le feu vert a été donné pour tirer sur Tebboune et pour l'affaiblir. Alors, est-ce que ça venait de Ahmed Gaïd Salah? Parce qu'Ahmed Gaïd Salah peut changer de candidat présidentiel en cours de route. Hein. Il change de directeur de service, etc. Donc il peut changer de candidat présidentiel en cours de route. Et donc peut-être qu'il a tenté de changer avant de se rendre compte que au niveau des urnes de la base du régime, etc. C'était Tebboune qui passerait le mieux. En tous les cas, il s'est passé quelque chose et il faudra essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et Abdelmajid Tebboune vient d'annoncer une révision de la Constitution par référendum dans un discours qui vient à l'instant de donner. Il commence, selon vous, à donner des gages, genre une constitution démocratique, Hassan Mouali? Je préfère d'abord dire un mot sur cette histoire de Azdil Mihoubi. Oui. Moi, je rejoins le scénario Mihoubi qu'on nous a vendu, on peut dire, pendant plusieurs semaines. Ça a été vendu, effectivement. C'est une ruse de guerre. On disait même qu'il avait même constitué son gouvernement. Moi, je m'en tiens à ce qu'a dit. N'oublions pas que Bourga, quand même, a été jeté en tôle parce qu'il avait dit une vérité. Il avait dit que l'état-major a 100 candidats. C'était en juin. Oui. Et à ses amis, il a dit que c'était Bourga, c'était Abdelaziz, voilà. Oui, c'est la même chose, Abdelaziz Voilà, donc moi je pense que c'est une stratégie, une petite ruse comme ça. Ils ont animé un petit peu la campagne. D'ailleurs, si vous voyez les chaînes cachires entre guillemets ces derniers temps, c'est la première fois dans l'histoire, et quelques journalistes connus de ces chaînes de télévision disaient c'est la première fois dans l'histoire que les Algériens ne savent pas qui sera le président de la République dans quelques jours. Et finalement, on retrouve Mihoubi, le pauvre Mihoubi, avec 5 ou 6%, donc c'était lamentable. Ils ont joué, ils ont gagné. Moi, je pense que Tebboune, c'était la carte numéro 1 du pouvoir depuis 2017, depuis l'image, la fameuse image de l'Alia, quand on a vu Tebboune à côté, Ali Haddad, voilà, c'était l'image. On voulait vendre un homme qui était contre l'oligarchie, contre le système Bouteflika. Gaïd a commencé à tailler l'image de Tebboune depuis 2017. Et là, d'ailleurs, si on remarque, quel est un peu l'idée qui revient à chaque fois dans ces meetings de campagne, moi je vais lutter contre l'argent sale, voilà. Il voulait se présenter comme étant le lessiveur entre guillemets. Donc je ne pense pas que l'histoire de Mihoubi, d'ailleurs Mihoubi tout à l'heure, la première déclaration, il dit je suis à la disposition de monsieur Tebboune s'il a besoin de moi je suis là pour l'aider. Donc voilà, il n'était même pas choqué de son petit score. Il savait, il a joué un rôle, c'est un petit lièvre. À un moment donné, ses supporters ont cru que Mihoubi pouvait être le cheval du pouvoir, mais en fait, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. On joue pas. Le régime ne peut pas prendre le risque en 20 jours de changer de. Vous y avez cru à ce scénario, Jafar Lardari? Allez-y, vous voulez je voulais intervenir? Moi, sur la nouvelle que vous venez d'annoncer, qui est plus importante que ça. Sur la Constitution. Je pense que les jeux sont faits. Oui.
Bon. Il y a visiblement des dissensions au sein de l'institution, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, il y a quand même 2 généraux-majors responsables du DRS qui sont en prison, excusez du peu, plusieurs autres généraux qui ont été poursuivis, etc. Bon, c'est un secret de polichinelle. Le problème, c'est que vous avez une crise du système par rapport à sa population, où il y a une dissension et comment dire, un désaccord fondamental. Et à l'intérieur du système, vous avez aussi une crise qui est là, qui est sourde, elle est opaque parce que le système est opaque, mais elle est bien réelle. Hein, ça. Donc on ne peut pas spéculer plus longtemps que ça, parce que par définition c'est opaque, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et je pense que toutes ces péripéties auxquelles on a assisté autour de l'élection reflètent effectivement ces dissensions. Je serais bien étonné qu'il y ait des calculs comme ça qui disent on fait ça pour abuser la galerie, etc. Ça, j'y crois pas trop. Bon, bref. C'est pas très important. Aujourd'hui, il y a un consensus au sein, disons, de l'oligarchie sur la personne de Tebboune. Je dis tant mieux, à condition qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il entame rapidement le processus de réforme dont le pays a besoin. Alors, effectivement, ça passe par une révision de la Constitution, ça c'est vraiment la mère des réformes, mais pour que les choses se fassent, comment dire, de sorte qu'on relégitime, comment dire, le pouvoir, les institutions, c'est de ça dont on a besoin. Il faut relégitimer les institutions, il faut faire en sorte que les institutions aient un vrai pouvoir et qu'on n'assiste pas. Mais est-ce que les institutions peuvent être légitimisées par un président illégitime? Non, c'est pas la question. C'est le processus qui va être important. Et effectivement, donc, par rapport à la Constitution, c'est le processus constituant qui est important. Quel processus constituant est utilisé? Est-ce que c'est encore un petit cabinet qui va nous concocter une constitution sur mesure et un référendum plébiscite qui va la valiser avec les élections qui se déroulent comme on les a vues? Alors là, ce serait un fiasco nouveau et une perte de temps. Ou bien, est-ce qu'on va vraiment travailler sérieusement? On va convoquer des assises nationales, on va écouter tous les pans de la société qui se sont réveillés et qui sont là maintenant actifs et qui n'ont pas l'intention de se dérober face à leurs responsabilités. Est-ce qu'on va vraiment écouter la société et donc restituer la souveraineté au peuple qui la réclame, légitimement? Donc, c'est la nature du processus constituant qui va accompagner cette réforme qui est importante. Voilà. On va attendre M. Tebboune sur cette question-là. D'accord. Il vient aussi d'annoncer qu'il rassurait les milieux d'affaires honnêtes qui ont leur place dans le développement, qui seront protégés et qui mettra en place un système de financement public des élections présidentielles pour protéger la politique du monde de l'argent. À écouter Jafar Lakhdari, donc, on est un peu dans ce qu'on a appelé depuis des semaines le scénario à la Juan Carlos. Ça veut dire un homme choisi par le dictateur, mais qui va, au fur et à mesure, gagner la confiance des gens et démocratiser. Pourquoi pas? Alors pour vous, c'est possible. Il faut laisser ouvert la chose. Pourquoi pas? On verra, on jugera sur pièce. On jugera sur pièce. Il peut y avoir dans des situations politiques effectivement une légitimité a posteriori qui viendrait par une légitimité par les actes. Mais s'il commence par la révision de la Constitution, c'est l'éternel chantier dans ce pays. Tous les présidents ont révisé une fois aux commandes, ont révisé les constitutions. Mais encore une fois, le problème qui se pose dans notre pays, ce n'est pas dans la Constitution en elle-même, ce n'est pas les textes en eux-mêmes qui posent problème. C'est le fossé qu'il y a entre le réel, qui est cette Constitution, et plutôt le formel qui est cette Constitution et le réel. On peut avoir les plus belles constitutions du monde, les plus démocratiques, les plus avancées, les plus émancipées, mais la réalité des choses font que cette Constitution n'est pas opérationnelle. C'est ça qui pose problème. Mais cette Constitution pose problème quand même. Oui, bien sûr. Mais ce que vient de dire, c'est très important. Non, mais je veux dire, elle pose problème, mais on aura une autre Constitution. On imagine mal une nouvelle Constitution menée qui serait démocratique, qui serait l'émanation d'un débat national général, menée par une présidence qui n'est pas l'émanation de cette volonté populaire. C'est ça. Et il aura des sérieux problèmes, parce que la réalité du pouvoir, c'est quoi? Quand il prend les clés de Moradia, qui sont ses alliés? Il va composer avec qui? Il va former avec qui le gouvernement? Qui? Il n'a pas de parti politique derrière. Il n'a pas un soutien populaire franc. Mais il doit composer avec des réseaux. Et les réseaux, c'est eux qui piétinent les institutions de l'État. C'est eux qui donnent des coups à l'État et à ses institutions. C'est des forces qui agissent en dehors de la Constitution. Il est dans la position de Boudiaf. Mais il est même dans la position de Bouteflika. Il est même dans la position de Bouteflika, parce que Bouteflika, il a consacré l'essentiel de son temps, de son énergie, à récupérer les pouvoirs vers la présidence. Ça lui a pris beaucoup de temps, c'était aux dépens
des réformes qu'il entendait engager à ce moment-là. Il va se retrouver dans les contradictions qui sont propres à notre système. C'est ça le... Monsieur Ardali, puis Linda Abou. Le fond du problème, c'est que les institutions n'ont pas les pouvoirs que les textes leur donnent. C'est ça la réalité. C'est ça le fond de la crise. Et pourquoi ? Parce que ces pouvoirs qui leur sont dévolus leur sont conférés par l'oligarchie et non pas par le peuple. C'est ça pourquoi il nous faut un processus constituant qui soit démocratique. Parce qu'il faut affirmer le transfert de la souveraineté au peuple. C'est le peuple qui doit décider par ses représentants les institutions qu'il décide. Et c'est ainsi que ces institutions seront dotées de réels pouvoirs et qu'il ne pourra pas y avoir d'interférence. Alors là, vous êtes déjà déçu, Jafar, parce qu'il a annoncé que ce serait un référendum populaire et c'est pas les constituants. Attends, ça n'exclut pas. Non, je suis désolé. Ça peut sortir d'une assemblée constituante. Mais bien entendu. J'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'ils l'entendent. Je sais bien. Il vient aussi d'annoncer. Je suis pas naïf, mais je pense qu'il va y avoir quand même un débat. Il va le confier à Fatih Ben Abou, la révision. La révision, c'est pas avec l'universitaire. On n'a pas dit qu'il a confié à Fatih Ben Abou. Non, avec la participation des universitaires. Il vient juste de dire qu'il ne créera pas de parti politique. Linda Abou, donc on peut lui accorder le bénéfice du doute, attendant de voir sur pièce. Non, on n'en va pas attendre parce qu'un régime qui a fraudé, qui a truqué des élections, il va truquer aussi le référendum. Je ne peux pas faire confiance à ce régime. Et comment faire un référendum avec un régime qui a tout truqué, qui a marché sur la volonté du peuple? Non, je ne pense pas que les Algériens accepteront ça. Et ça me pose une dernière question avant de parler de la réaction de la rue. Sur la Constitution, quand même. Le mouvement populaire, depuis le 22 février, dit pas d'élection, Malay Saba. Il veut un changement radical et on a très bien compris que un des enjeux, c'était de ne pas réélire un président de la République sous le régime de la constitution qu'a laissé Bouteflika, qui est une constitution hyper présidentielle, qui donne des prérogatives démesurées au président de la République. Hassan Ouali a un peu atténué l'importance en disant il y a eu, c'est vrai, des constitutions, chaque président en a fait une, etc. Mais il y a un enjeu dans l'application et Jafar a bien fait de rappeler que les institutions n'ont pas la force que la constitution est supposée leur donner. Il y a quand même un enjeu essentiel dans cette révision de la Constitution. Tout le processus va se jouer sur cela. C'est un enjeu essentiel. Les Algériens ne veulent plus de président omnipotent. Ils en veulent plus. Ils veulent plus du Raïs qui domine la scène et qui écrase tout sur son passage et qu'on ne peut même pas enlever quand il est sur des roulettes et qu'il parle plus, etc., parce que c'est lui qui décide de tout, etc. Donc, cette révision de la Constitution, elle va être évaluée sur 2 critères. Jafar en a évoqué un, c'est le processus constituant. Est-ce que c'est un processus inclusif ou pas? Ça peut être une conférence nationale. Bon, l'Assemblée constituante, c'est le meilleur, c'est l'idéal. Mais ça peut être une conférence nationale qui dégage une commission qui va travailler sur la Constitution. Ça peut être un processus de négociation qui dégage une commission d'experts consensuelle qui va travailler sur la Constitution. Ça, c'est une manière de se distinguer de la révision de 2016 où Ahmed Yahya recevait à la présidence Madani Mzarak pour donner son avis sur la prochaine Constitution. Voilà. Une première manière de se distinguer. Une première manière de se distinguer. S'il vous plaît. Une première manière de se distinguer. L'autre manière de se distinguer avec un processus qui est un vrai processus, c'est l'objet jusqu'où on va aller dans la discussion. Parce qu'il y a révision. Si on remet à plat complètement la Constitution, à mon avis, on est obligé de la remettre à plat. On va garder quelque chose d'un homme politique qui est décédé aujourd'hui, qui va nous laisser à titre posthume quelque chose, Ali Ben Flis, Allah yarhamou, politiquement. Il nous a dit régime semi-présidentiel ou régime semi-parlementaire. Voilà, on peut s'emparer de cette feuille de route pour aller vers un régime semi-parlementaire comme en Tunisie, avec cette révision de la Constitution qui peut changer énormément de choses, notamment le magistère qui exerce l'armée sur le poste de président. Après sa prestation de serment, que fera donc Abdelmejid Tebboune? Il va nommer certainement un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans l'esprit de ces annonces, même si on n'est pas encore sûr, qu'il y aura des mesures d'apaisement? Est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement inclusif, une alliance, une coalition avec des partis politiques, avec des figures de l'opposition, Hassan? Je ne
ne sais pas si les figures d'opposition prendraient le risque. Parce qu'il vient de dire qu'il nommera des ministres de 26-27 ans, juste pour vous donner. Encore une fois, moi j'ai toujours été sur cette ligne. Non, encore une fois, juste la jeunesse n'est pas une vertu. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément démocratique, libéral, ouvert et tout. On peut être... Boumedienne, il a pris le pouvoir, il avait 33 ans. Hein. Oui. C'est un redoutable dictateur. Bouteflika a été 25 ans, il était mis aux affaires étrangères. On peut multiplier les exemples d'une jeunesse qui a détourné le pouvoir, qui a maté les populations, qui ont mis en place des régimes autoritaires les plus implacables. Et pour rigoler un peu à une question posée, dans quel pays sera votre première visite? Il répond, je visiterai d'abord l'Algérie. Donc ça veut dire, ouais. ça dit tout, il connaît pas le pays. C'est étrange. Non, moi je pense que Zermati doit d'abord lui lever l'ISTN qu'il a avant qu'il puisse sortir. Il doit récupérer son passeport. D'accord, très bien. Je pense qu'il n'aura pas de problème sur ce côté-là. Non, mais à mon avis, bon, on verra. Ils vont y aller chercher dans les cercles clientélistes. On voit ceux qui ont joué un rôle dans cette période. On est dans le pouvoir à sortir de l'impasse, hein, dans la commission de Karim Younes. Il peut y avoir les Ammar Belhimar est un prétendant et ainsi de suite. Hein. Il va y aller puiser dans ces réservoirs où se trouvent des hommes et des femmes sans colonne vertébrale. Faut-il boycotter ce président? Faut-il boycotter son gouvernement? Boycotter ce gouvernement. Non, pas de réponse. Moi, je suis convaincu qu'on sera étonné dans quelques jours quand Tebboune va annoncer son gouvernement. Il va y avoir Attendez, Tebboune annonce d'abord son premier ministre. Le premier ministre. Nous, on veut aller vers un régime parlementaire et vous le rendez encore plus présidentiel. Donc, il va annoncer déjà. C'est vrai que ça va donner une visibilité quand même la personne qu'il aura choisi pour être Premier ministre. Après, on verra le gouvernement. Je pense qu'ils vont essayer de puiser dans le Hirak. Dans le syndrome finlandais. 1, 2, 3, comme ça. Je sais pas. Je vais dire comme ça. Peut-être. On sera loin du syndrome finlandais. Le fameux Islam Ben Atiyah, avec jeune avec le Hirak. Il va prendre Hadak. Non. Moi, je le dis comme ça. Ça peut être le Qadi Hassan. Non, Islam Ben Atiyah ne va pas accepter d'aller dans un gouvernement comme ça. Attendez, non, non plus. Non, il faut arrêter. Oui, exactement. Non, ils vont annoncer ce genre de nom, ils vont refuser. Il faut jamais insulter l'avenir. Il faut jamais insulter l'avenir. Bon, je le dis comme ça. On parle du Premier ministre, on parle des ministres. Je parle pas du Premier ministre. Non, mais par rapport à la question que vous posez est effectivement assez importante. Parce que, comme vous le savez, la plupart des mouvements liés au Hirak disqualifier a priori l'élection compte tenu du non-respect de préalables démocratiques qui ont été établis. Donc la cohérence voudrait que effectivement ce président mal élu ne soit pas reconnu et que presque à la limite, si on avait effectivement un état de droit avec un conseil constitutionnel qui fonctionnait correctement, on pourrait même mettre en place une procédure d'invalidation de l'élection. Comme ce n'est pas le cas, ça n'aurait aucun sens. Mais alors du coup, il y a un problème parce que si on est dans une démarche de négociation, la question c'est est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un dont on ne reconnaît pas la légitimité. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. Moi je dirais qu'il faut être pragmatique maintenant. On est d'accord, le système a désigné un représentant civil avec une expérience politique significative. Les premières annonces qu'il a fait, moi je dirais qu'elles vont plutôt dans le bon sens. Et donc, comme le Hirak est pacifique et qu'un changement pacifique, ça veut dire négociation, conférence nationale, réforme, donc tout ceci s'inscrit effectivement dans cette voie. Il y a une fenêtre d'opportunité. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu l'interruption de la folie du 5e mandat, on a tous espéré que Gaïd Salah jouerait lui aussi un peu sur l'or. Il y a eu une grande déception. Aujourd'hui, c'est parce que les choses se sont aujourd'hui que Gaïd Salah est parti, c'est ça? Non, je dis pas. Parce que je pense que Gaïd Salah n'est pas un politique, c'est clair, on l'a bien vu. Est-ce qu'il va continuer à faire ses discours? C'est ça, mais ça on va le savoir. Il est inutile. Moi je vois les premières annonces qui vont quand même un peu dans le sens de ce qu'on souhaite. Alors, on va écouter mardi le discours de Gaïd Salah. Ça c'est autre chose. Alors a priori il devrait plus y en avoir. Et maintenant donc la vraie question c'est que va-t-il se passer? Mais ça je pense que très rapidement, en moins de 2 mois, on sera fixé sur cette question. C'est vrai. On verra s'il y aura encore. Il y a une courte fenêtre d'opportunité. Dans 2 mois, on saura ce qu'il en est. Rapidement. Justement, parmi les choses sur lesquelles
le président Tebboune est attendu, c'est surtout le poste de vice-ministre de la Défense ou alors ministre de la Défense. Est-ce qu'il aura le courage d'enlever ce poste de vice-ministre de la Défense, quitte à le prendre lui-même ministre de la Défense, ou alors nommer quelqu'un d'autre? Ça, je pense que c'est un marqueur très important. Il faut alors poser la question, il faut répondre aussi. Pardon. Il aura ou pas? La question. J'espère qu'il va nommer un autre ministre de la Défense. Moi, personnellement, un gage qu'il peut donner au Hirak, à tous les Algériens, de dire que c'est moi le patron. Il faut impérativement, parce que moi personnellement, je souffre chaque semaine de pouvoir de farcir le discours de Gaël Salah. Changer aussi de chef d'état-major. Donc si on nomme un autre ministre de la Défense, oui, pourquoi pas, ou si le président est lui-même ministre de la Défense, va-t-il rester chef d'état-major? Le plus urgent, c'est la libération des détenus politiques. Ça, il doit le faire tout de suite. Ça, c'est tout de suite. Ça, c'est le premier gage de crédibilité. Je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Dans la semaine qui vient. Je pense qu'il va le faire. Il faut qu'il soit. Dès qu'il est investi. Il faut qu'il prête serment. Dès qu'il est investi, c'est la première chose à faire. Je pense qu'il va le faire. Il s'est exprimé sur la question. Il a dit je vais libérer les victimes de la Isaba. Qui sont les victimes de la Isaba? C'est ça. Mais Khaled, en fait, tu poses une vraie question. Cette présidence va mettre mal à l'aise une grande partie de la classe politique. Comment va réagir comment vont-ils réagir les partis politiques de l'opposition, je parle du MSP, du FFS, du RCD, de partis de Memphis, du FLN et du RND. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir de nouvelles élections législatives. Vont-ils prendre part à ces élections organisées dans cette présidence? Ça va la révision de la Constitution. Oui, mais je veux dire, ça va Hassan, il y a la révision de la Constitution d'abord. Je veux dire, on sait que le bloc central du Haraka reste radical. Et le parti politique qui a fonctionné jusque-là avec ce mouvement, dès qu'il met un pied à gauche ou à droite, il est tout de suite attaqué. Non, mais c'est pas que représente. Le premier indicateur de ce que va faire Tebboune, là on est parti trop loin. Le premier indicateur de ce que va faire, c'est le Premier ministre. Absolument. Et donc la question c'est qui va être Premier ministre? Est-ce que c'est lui qui le choisit? Si c'est Ahmed Gaël Salah qui le choisit, on n'a pas besoin d'attendre des discours du mardi, Kaïn Lamakash, etc. Si c'est Zermati, c'est Ahmed Gaël Salah qui l'aura choisi. Donc voilà une. Est-ce qu'il va prendre quelqu'un? On aurait pu penser à Rahabi pour essayer de rentrer dans un esprit de dialogue. Dans un esprit de dialogue. Mais est-ce que le Hirak va accepter ce dialogue? Donc le premier indicateur, c'est celui-là. C'est tout ça, c'est ça la question. Ça dépend des mesures. Mais les mesures qu'il va prendre. Est-ce que ces mesures-là vont donner une légitimité à Tebboune? C'est ça la question. Mais la question qui n'a pas été votée par les Algériens. Il ne l'a pas par les urnes, mais il va peut-être. Il peut l'avoir avec des actes. Mais c'est ce qu'on pensait, je vous rappelle encore une fois, de Gaël Salah quand il avait mis un terme au projet fou du 5e mandat. Bon, ça c'est pas fait. C'est le peuple qui arrive. C'est pas lui qui a mis le terme. Il avait acté, disons. Il a acté. C'est pas lui. Au contraire, il a défendu le 5e mandat. Absolument, mais après, on connaît le. Ça va là que tu donnes un crédit à Tebboune aujourd'hui. On veut bien, mais bon. Salaire, ça fait beaucoup. Le même jour, ça fait beaucoup. Je l'attends sur ce qu'il va faire par rapport à ces questions essentielles. Je vous rappelle, la question que pose Hassan, elle est très importante. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément une nouvelle constitution. C'est la manière dont elle est fondée. C'est-à-dire que la question centrale, c'est la souveraineté. Qui est souverain dans ce pays? Ce que réclame le Hirak, et ce n'est pas radical, c'est fondamental et c'est légitime, c'est la pleine souveraineté du peuple. Il n'y a pas une souveraineté partagée. Il ne peut pas y avoir une oligarchie qui, par ailleurs, décide quelles sont les lignes rouges et les lignes vertes. Il ne peut pas y avoir une oligarchie qui décide qui sera le président, qui sera tel ministre, etc., qui intervient. Et c'est ce système de double pouvoir qui a rendu le système ingouvernable en Algérie et qui, comme l'a très bien rappelé Habrouch, même pour le président qui est censé pourtant constitutionnellement avoir tous les pouvoirs, en réalité n'en a pas s'il n'a pas l'aval du système. Et système que par ailleurs Hamrouch a qualifié à juste titre d'antinational. Et Hamrouch a dit que le président actuellement il ne peut rien faire. Mais c'est ça. Mais il faut engager des réformes et donc aller au fond des choses, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'une assemblée constituante est nécessaire, parce qu'elle replace la souveraineté à son détenteur légitime, à savoir la population. Et c'est elle qui doit conduire à travers ses représentants ces changements institutionnels. Et vous savez très bien qu'il ne va pas faire une constituante. S'il a l'intelligence et la capacité de convaincre les décideurs qui l'ont placé là où il est, alors il aura vraiment mérité de la patrie. Mais bon, on ne peut pas écrire... Il faut attendre. Je garde quand même à l'esprit... Il faut attendre.
la fougueuse volonté de Bouteflika quand il arrive en 99. Il a réussi à draguer tout le monde parce qu'il allait engager des réformes structurelles, des réformes sociétales, des réformes économiques, des réformes institutionnelles. Mais la réalité du système l'a vite rattrapé. Il a abandonné tous ses projets de réforme parce qu'il évolue dans un système qui empêche y compris quand c'était un président avec des pouvoirs monarchiques. Il n'a pas pu parce qu'il passe son temps à diminuer le terrain. À négocier avec des réseaux informels. Il n'y avait pas de Hirak à l'époque. En plus de cela, justement, il n'était pas gêné par aucune force extérieure. Donc il avait la possibilité. Mais il n'a pas pu. Parce qu'on connaît là, je pense qu'avec le Hirak, il s'est invité. Très encombrant pour le système. Vous suggérez qu'il fasse alliance avec le Hirak? Non, il doit comprendre ce que revendique le Hirak. Il doit comprendre parce que c'est une force extraordinaire. C'est une sentinelle de la démocratie. D'ailleurs, Hassan Al-Tebboune vient d'affirmer vouloir tendre la main au mouvement de contestation. Donc, c'est quoi tendre la main? Est-ce que c'est juste des discours ou est-ce que ça va? Moi, je pense que c'est en acte. Je n'ai pas envie de paraître pour quelqu'un qui soutient Tebboune, mais je pense que je le soupçonne d'avoir un peu d'intelligence, parce que la situation actuellement, elle est extrêmement délicate, extrêmement grave, elle peut déraper d'un moment à l'autre. Donc, il a dû capter les signaux du Hirak populaire, donc il va prendre les bonnes décisions, à commencer, je suis d'accord avec Hassan, par choisir un très bon Premier ministre, qui fasse, consensus, mais au moins qui est bien vu par tout le monde. Après, un bon gouvernement, des réformes constitutionnelles, il peut éventuellement absorber la colère populaire et faire en sorte que tout le monde se dise c'est un bon coup à jouer, c'est une présidence de transition. Mais qui c'est cette personne qui est acceptée par le Hirak qui va accepter d'être le Premier Hirak, ministre? c'est pas, on va pas lui donner un document, il va signer. Le Hirak, c'est le tout, c'est pas de problème. Mais si il y a de bonnes décisions qui sont prises, le Hirak, c'est qui? Le Hirak, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Si ça va dans le sens de la démocratie, on va accepter. C'est ça la question cruciale aujourd'hui, c'est est-ce que le Hirak va accepter? On parle d'une radicalisation du mouvement populaire. Aujourd'hui, autour de la farine aujourd'hui. On a vu aujourd'hui la colère qui s'est exprimée dans la rue après l'annonce des résultats. Donc les gens savaient qu'Ahmed Tebboune avait gagné avec 58%. Les Algériens dans la rue sont en colère. Vont-ils, comme vous, accepter ou donner un crédit aux prochaines décisions? Ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est un bras de fer. Abdelmadjid Tebboune est pris entre deux forces, deux pressions, celle de l'état-major et celle du mouvement populaire. Voilà, entre deux forces. Et jusqu'à maintenant, il est essentiellement l'otage de ceux qui l'ont placé ici, c'est-à-dire l'état-major. Il va vite réaliser qu'il ne peut rien déployer de sérieux, absolument rien de sérieux, dans une telle configuration. Et donc, il devra se rapprocher. Là, il est du côté de l'état-major, il devra se rapprocher du mouvement populaire. Jusqu'à quel point il va se rapprocher du mouvement populaire? Est-ce qu'il ira jusqu'au point de choisir un Premier ministre qui est plutôt proche et qui accepterait? Est-ce qu'il irait jusqu'à un processus constituant avec conférence nationale, etc., même si c'est, à mon avis, la Constitution, il faut oublier. Moi, je pense que il ne pourra pas le faire. Je le dis très clairement. Il ne pourra pas le faire avec Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major. Donc, s'il veut faire cela, il sera obligé de se séparer de Ahmed Gaïd Salah comme chef d'état-major. Tant qu'il sera là, il ne pourra pas le faire. S'il vous plaît, au Maroc, en 2001, on avait dit que le règne de Mohamed VI avait commencé avec le limogeage de Driss al-Basri. 2 ans après être arrivé au pouvoir, quand il a limogé, il est devenu le vrai roi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... On n'a pas 2 ans à attendre. Voilà, c'est ça. La grande question, c'est quelle est la marge de manœuvre de Tebboune par rapport à ceux qui l'ont désigné. Et en fait, on va le savoir assez rapidement. S'il a de l'entre-gens, parce que, attendez, quel est le problème qu'on a depuis plusieurs mois? C'est qu'on est dans l'impasse totale. Il y a une revendication qui est parfaitement légitime et très raisonnable du Hirak, qui demande l'état de droit, la démocratie, la dépense de la justice, etc., qui demande de le faire de manière pacifique, c'est-à-dire réformer, on ne peut plus raisonnable. C'est une révolution exemplaire. Bon, et en face, il y a un refus catégorique. Bon, donc on n'a pas réussi à trouver le moyen de se faire entendre. La question maintenant, c'est est-ce que Tebboune
à l'oreille des décideurs pour leur faire comprendre que c'est la direction qu'il faut prendre. Et est-ce qu'il y arrivera? Mais ça, j'en sais rien. On sera mardi. Étant entendu, contrairement à ce que laisse suggérer je ne donne pas, je l'ai dit, je ne donne aucun crédit à cette élection, qui n'est pas une élection, encore une fois, c'est une désignation. Mais je prends acte de ce fait et je dis, que peut-on faire maintenant? C'est tout. Vous êtes comme le président français qui a pris acte de cette élection. Non, je prends pas acte d'élection, une désignation. Je tiens au terme, c'est une désignation. Abdelmajid Tebboune est menotté, il ne peut pas se séparer de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Il ne pourra rien faire, il ne voudra rien changer aussi, parce que c'est un compromis entre lui et ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc il ne va rien faire, et ce pouvoir, c'est vraiment, il avait une volonté pour changer les choses, et il l'aurait fait avec l'opposition, avec la société civile. Pourquoi attendre que Tebboune soit président alors qu'il est rejeté par le peuple? Je ne comprends pas pourquoi que maintenant ils vont changer leur politique et ils vont répondre aux revendications du peuple. Encore une fois, il lui faudra négocier des compromis à l'intérieur du système intramuros. Et c'est laborieux, ça prend beaucoup de temps, ça bloque son action du président. Ils arrivent, c'est vrai il y a une hypothèse, c'est tenter de s'émanciper. C'est risqué. Rappelez-vous quand même, Premier ministre, il avait quand même le soutien du chef de l'État. C'est une feuille de route à ce moment-là. C'est pas une invention d'Abdelmajid Tebboune tout seul dans son bureau par le docteur Saadin. C'était une discussion, ça avait une feuille de route, discuter à la présidence avec l'armée. C'était d'y aller chercher l'argent là où il se trouve. Il se trouve que on a donné beaucoup d'argent aux hommes d'affaires qui étaient dans le FCE, de l'ordre de 50 milliards de dollars. Quand il était face à la réalité du pouvoir de ce réseau, il a abdiqué. Moi, je trouve qu'au café presse politique, on est obligé. Au café presse politique, on est quand même obligé, par tradition, quand même, d'essayer d'être près de la réalité. Bon, on a pu dire des choses qui font rêver. Ça fait partie aussi de notre travail de journaliste. Mais le profil de Abdelmajid Tebboune ne plaide pas pour qu'ils saisissent cette fenêtre d'opportunité dont parle Jafar. Malheureusement. On peut se tromper, encore une fois. Moi, je suis pas du genre à cracher complètement sur l'avenir. Abdelmajid Tebboune, c'est un administratif. Il a fait toute sa carrière dans l'administration. C'est un wali qui est devenu un super wali, ensuite qui est devenu un ministre technique qui donne des ordres dans des domaines où il y a des programmes. Ministre de l'Habitat, où on donne des programmes, etc. Quand la première fois de sa carrière, il a été obligé de jouer sur la scène politique, c'était quand il est devenu Premier ministre. Il s'est complètement fourvoyé. Il s'est fracassé en 3 mois. On veut mener la guerre à l'oligarchie, on le fait pas à travers de la façon dont il l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu réduire le poids de Ali Haddad, des frères Kouninef, etc. Mais en agissant politiquement différemment, en se construisant des alliances avec des forces un peu à l'intérieur du système, un peu à la périphérie, etc. Avec les médias pour dire voilà où je veux aller, etc. Ce n'est pas un homme politique. Donc moi je le vois pas cette qualité, cette capacité à changer le rapport de force et à trouver une marge de manœuvre qui puisse l'amener près du Hirak. Je peux me tromper, je me suis trompé déjà par le passé, mais là je suis très sceptique. Et pour ce qui est de la rue, est-ce que vous pensez que les manifestations vont se poursuivre? Est-ce que vous pensez que le refus va se poursuivre? Est-ce que vous pensez que les autorités vont réprimer? Parce que il était dans le discours des autorités que tout doit s'arrêter le 12 décembre. Donc dans leur mentalité, le Hirak doit s'arrêter avec la nomination du nouveau président de la République. On a tenté de l'arrêter aujourd'hui, hein, le Hirak. Ils l'ont arrêté aujourd'hui. Il n'y a pas eu de marche. Il n'y a pas eu de marche à Oran. Non, il y a plus de 100 interpellations aujourd'hui. La marche a été empêchée. Khaled. Elle est assiégée jusqu'à maintenant la ville d'Oran. Oui. C'est important. Moi, par rapport à Tebboune, je rejoins quand même un peu Ihsan sur la carrière de l'homme. Moi, je suis pas très rassuré sur sa capacité de prendre un ascendant sur l'état-major, même si c'est ce que je souhaite en fait. Parce que quand on endosse le costume de président de la République, on n'est plus le candidat qui devait faire des marchandages à droite à gauche avec les réseaux du système et tout ça. Quand on est président de la République, quelle que soit abstraction faite de la manière dont on a été élu, on est président, investi président de la République algérienne. Donc, Gaïd Salah, il est sous tes ordres. Un simple décret présidentiel que tu dégommes. Donc, j'espère que Abdelmajid Tebboune, quand il sera président de la République, il va prendre à la mesure de sa force en tant que chef de l'État. Mais, quand je pense que son fils, il est encore en prison, je crois. C'est pas banal.
c'est pas banal. Est-ce qu'il a les coups des franches, ce gars, pour c'est un peu comme mais c'est plutôt bien pour lui que son fils soit président, qu'il soit président, qu'il n'est pas intervenu pour le faire libérer. Non, ça l'affaiblit, Khaled. Est-ce que ça peut jouer en sa faveur? Ça l'affaiblit, parce que demain il va le sortir, on va dire que il a négocié. Ils vont lui dire, ok, on va le sortir, mais il faut préciser comme pénalement, Tebboune n'est pas responsable des actes de son fils. Non, mais on parle pas de ça. Mais Hassan, quand tu as un chef de l'État, un président, mais pénalement, président de la morale, quand on a un président de la République, son fils est en prison pour une histoire de cocaïne, je suis désolé, c'est pas joli, c'est pas aussi blanc que la cocaïne. Donc, est-ce que ça ne va pas plomber son action sur l'état-major? C'est pour ça que je me pose des questions. Tebboune fait face à une situation extrêmement grave, vraiment, avec une dissidence de la population qu'on n'en a jamais connue depuis l'indépendance, avec une unanimité. Pour une fois, la population a fait son unité. On n'est pas dans la crise des années 80. Mais est-ce que ça va se poursuivre? Et ça va se poursuivre, parce que les objectifs sont clairs. La souveraineté. Bon, voilà. Et ça s'arrêtera pas tant que cette question ne sera pas réglée. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il sera à la hauteur? Moi, je ne connais pas le personnage, je n'en sais rien. Je pose simplement la question. Je dis qu'il manquait effectivement un pouvoir civil politique pour gérer la chose. Il fait face à cette crise. Maintenant, il ne peut pas l'éluder, il ne peut pas l'ignorer. Et je vois que les premières annonces qu'il fait semblent indiquer qu'il en prend acte. Bon, donc après, c'est la spéculation. Dire il peut pas, bon, on verra. C'est justement ces rapports de force, ces discussions qui trancheront. Et puis de toute façon, on saura très vite si on va dans la bonne direction ou pas. Si c'est pas le cas, eh bien la crise perdurera et l'illégitimité du système, eh bien, elle continuera avec tous les problèmes que ça pose. Je voudrais comme rajouter quelque chose. C'est important de se pencher sur le profil d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, c'est le pur produit de l'appareil bureaucratique national. Ce n'est pas un homme politique. Et c'est un bureaucrate qui gère très mal. Devenir président, gouverner, ça suppose des équipes, ça suppose un parti puissant. Parce que non seulement tu vas aller chercher ceux qui vont faire composer ton gouvernement, des ministres, tu vas nommer des walis, tu vas nommer des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des directeurs de banque, des chefs de daïra. Où est-ce qu'il a un réservoir pour ce monde? Qu'est-ce qui va se passer finalement? On va lui proposer des hommes et des femmes avec qui il va gouverner. Il sera otage de ses forces. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je. C'est pas un problème, il peut avoir. Dans la trajectoire qu'on souhaite à la nouvelle architecture institutionnelle de la nouvelle Algérie issue du mouvement populaire du 22 février, on ne doit plus avoir un président puissant. Et donc, si la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'il y a quand même une accélération. J'ai parlé de dégradation de la fonction présidentielle. Avec Abdelmajid Tebboune, elle ne va pas se restaurer, elle ne va pas se réhabiliter, elle va continuer de se dégrader. Et c'est pas une mauvaise nouvelle par rapport à ce que nous voulons construire. Nous voulons construire un rééquilibrage, et donc que le pouvoir, que le président soit faible et quelqu'un d'isolé, tu dis il va seul à Al-Mouradia, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et cette faiblesse l'oblige à entamer ces négociations. À faire des concessions. Mais c'est ça, je suppose que vous continuerez à sortir les vendredis pour manifester. Jusqu'à quel moment vous pourriez vous dire je ne sors plus, je commence à être convaincu? Donc on attend toujours qu'il y ait, vous n'êtes pas très optimiste, Hassan Qadi, vous ne pensez pas qu'il y aurait, mais est-ce qu'on peut demain imaginer qu'il prête serment? Tu veux l'ordre, tu es pressé, je n'ai pas compris. Tu as des investissements qui sont en plan. Est-ce qu'on peut imaginer demain le fait qu'il prête serment, qu'il nomme un gouvernement, Gaïd Salah n'y est pas, et on nomme un nouveau chef d'état-major? Est-ce que vous lui ferez plus confiance qu'avant, ou est-ce que Gaïd Salah continuera à diriger derrière le rideau? C'est ça la question qui se pose. C'est pas un problème de Gaïd Salah ou de Ben Salah. C'est un problème structurel. C'est des intentions du régime de se réformer. Non, c'est pas un problème de personne. Mais le Hirak doit continuer. Gaïd Salah, après tout, il n'est pas seul. Non, pour les vendredis, il faut marcher en permanence, parce que ça va au-delà de la question du pouvoir. On n'a pas de classe politique. C'est une véritable révolution copernicienne qui se passe dans le pays. Ça va au-delà du pouvoir, de la prise du pouvoir, de la perte du pouvoir. C'est un bouleversement historique qui s'opère dans le pays. On a vu comment ces des mois étaient un apprentissage politique et citoyen accéléré. Ça permet de ressouder les liens sociaux entre les différentes régions. C'est une belle expression politique qu'il faut prolonger, c'est énorme, on fait peuple. Et qui va faire peut-être d'une classe politique. C'est pour ça que ce mouvement ne devrait pas dans l'absolu déranger ni Gaïd Salah, ni Tebboune, ni le président, ni les ministres, ni le ministre de l'Intérieur, ni le chef de la police. Il peut même s'appuyer dessus, le président de Tebboune. Qui fait l'admiration du monde entier. Voilà, d'autant plus que c'est grâce à ce mouvement que le monde ne regarde. Le président Tebboune, s'il est intelligent,
pourrait éventuellement s'appuyer sur le Hirak qui va continuer pour forcer la main aux forces centrifuges qui tournent autour de lui, qui l'empêchent. Le pouvoir, c'est pas l'intelligence, le pouvoir, c'est des intérêts. Ah mais les intérêts, mais parfois on peut trouver des moyens de raisonner certains intérêts, mais je pense que le fait qu'il enlève, par exemple... Oui. On le dira à la fin. Sur le fait, vous n'avez pas répondu au probable gouvernement, même si on attend évidemment la nomination du Premier ministre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une coalition avec le FLN, le RND, le MSP? Tu as cité le FLN tout à l'heure. En fait, le FLN, ce n'est pas parce qu'il a soutenu Miroubi, son secrétaire général. Vraiment, le FLN, je te rappelle que le FLN a soutenu Miroubi parce qu'il n'a pas eu... C'est Alice Deré qui a dit Exactement. ça. Mais je te rappelle que Miroubi, que Abdelmajid Tebboune est membre du comité central du FLN jusqu'à présent. Donc c'est son parti. Demain, c'est un appareil. Je veux dire, le RND et le FLN sont deux appareils. Demain, on va leur dire soutenez le président Tebboune, et je pense qu'ils vont le faire demain. Ils vont le faire. Donc, ce sont des appareils. Nous, on attend une nouvelle classe politique qui va émerger du Hirak populaire, justement. On appelle on veut de nouvelles élites. Non, il faut oublier les il vient de dire qu'il y aura des ministres de 26-27 ans. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas populiste de dire ça? C'est populiste, oui. Pourquoi 26-27 ans? C'est pas une question d'âge. C'est une question de. La bonne nouvelle dans ce psychodrame politique national, c'est que le FLN et le RND sont finis. Ils sont balayés, oui. Ils sont balayés. Ils n'ont pas pu porter Miroubi à la présidence. C'est pour ça que je pense que ça a été fait exprès de lancer la ruse Miroubi pour pousser le FLN à aller dans il a dû se passer beaucoup de choses quelques dernières questions avant de se quitter. Comment vous analysez aussi les scores qu'on a attribués? Abdelkader Bengrena, l'islamiste entre guillemets, arrive deuxième. Est-ce que ce n'est pas toujours une manière, comme en 95, de dire voilà, attention, le deuxième c'est toujours un islamiste, donc voilà. Est-ce qu'on peut l'entendre ainsi? Que les 17% de Bengrena sont en fait de Benfili, si on a inversé juste. Voilà. L'un, on l'envoie en retraite, l'autre, c'est pour faire peur aux Algériens. Jafar Khadari va te dire on s'en fout. On s'en fout. Moi, j'ai une réponse à ça. C'est des dommages collatéraux. Il vient de dire on a probablement inversé, mais il dit c'est quand même une élection. Moi, c'est ça qui me fait. C'est une élection formellement, c'est une élection. Oui, mais moi, je veux dire quand même un mot sur la deuxième position attribuée accordée à Abdelkader Bengrena. Il y a quelqu'un qui va dormir mal ce soir, c'est Abdelrazak Moukri. Et Bengrena peut lui subtiliser le parti. Ils ont voté pour lui. Peut lui siphonner le parti. C'est accessoire, c'est secondaire. Non. On verra bien. Il y a beaucoup de MSP qui ont voté pour Bengrena. Ceux qui ont participé aux élections ont tous perdu, sauf Tebboune. Il faut arrêter quand même. Ils sont balayés. La révolution dont on parle et qui est en cours, si elle aboutit, on va tout faire pour que ce soit le cas. Lorsqu'il y aura enfin des vraies élections qui permettent, alors, il y aura, notamment législatives, il y aura une émergence d'une nouvelle classe politique. Et croyez-moi, tous ceux dont on parle, vous les oublierez rapidement. C'est ça qui va se passer. Mais il faut créer les conditions pour que tout ce qui se passe au niveau du Hirak, il y a une nouvelle génération qui est en train de produire des militants de très très grande valeur et de très grande qualité, pas des gens retors dans les jeux du système, etc., qui sont complètement discrédités. Non, il y a quelque chose de nouveau et d'important, effectivement. Il faut que le Hirak continue. Il le faut, parce que précisément, c'est l'école de formation de cette nouvelle génération politique. Et lorsque nous aurons enfin réalisé les conditions de ce changement, vous verrez à ce moment-là une nouvelle classe politique émerger. Cette émission se termine, ça vous a rendu sourire ou pas? Non, vous étiez un peu pessimiste avec l'annonce. J'étais à Bablouat, c'était bon. Hein. Ça me rappelle votre visage quand Trump a gagné la présidentielle aux États-Unis. Vous étiez abattu. C'est plus grave ou c'est moins grave? Non, Trump c'était plus grave. Trump c'était beaucoup plus grave. Il faut garder la bonne humeur. Moi je pense que ça se présente bien. Moi je suis quand même optimiste. Il faut garder la bonne humeur. Merci à vous d'être venu pour ce Café Presse Politique spécial. Je rappelle que Maghreb Émergent va bientôt donc attribuer le prix du meilleur article d'investigation qui porte le nom de Ali Bey Boudoura, le journaliste qui nous a quitté, la 3e édition. Et il manque encore 400 € donc pour la cagnotte, pour la récompense de ce prix du meilleur article d'investigation. Il manque encore 400 €, donc n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut verser cet argent? KissKissBankBank. Donc voilà, n'oubliez pas le prix Ali Bey Boudoura. Qui sera remis le 21. Qui sera remis le 21 décembre à Alger. Merci Hassan Wali, merci Linda Abou, merci Jafar Lakhdari, Hassan Wali, Hassan Qadi. On se retrouve mercredi pour un CPP normal, cette fois-ci ordinaire. À mercredi prochain.
Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.